Bonsoir à tous, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver ce soir pour une nouvelle série d'émissions politiques. Du pain et des jeux, c'était le programme populiste sous l'Empire romain pour contenter le peuple de Rome et calmer sa contestation. Pour ce qui est des jeux, la France a été gâtée, je dirais jusqu'à l'overdose, avec de surcroît pour nous une prééminence du savoir-faire guadeloupéen dans beaucoup de domaines. Pour ce qui est du pain, il ne fera qu'augmenter de prix. Le calme apparent de la population ne résistera pas longtemps à la crise sociale et politique grandissante. La bombe à retardement déclenchée lors de la dissolution de l'Assemblée nationale n'a probablement pas encore explosé. Pierre-Yves Chicot, bonsoir. Bonsoir, cher Yves Lisboisset. Bonsoir à tous vos téléspectateurs de Canal 10 et merci de l'honneur que vous me faites une fois encore de m'inviter. Pierre-Yves Chicot, donc, vous qui êtes un fin analyste de la vie politique contemporaine, arrivez-vous à lire, à décrypter la situation actuelle? En tout cas, on s'y essaie. C'est le rôle de l'enseignant-chercheur. C'est le rôle de celui qui est passionné de la chose publique et c'est aussi le rôle de celui qui détient une certaine expertise en raison des études qui ont été effectuées, aussi l'intérêt et la passion pour les sujets qui touchent à la science politique et au droit public. Alors, la question que vous posez me renvoie à des considérations que j'ai connues en classe de terminale lorsque je révisais pour le bac. Et en fait, on distinguait en économie ce qu'on appelle les cycles courts et les cycles longs. Et en fait, on est dans un cycle de la vie politique et on ne sait pas, de la vie politique française, et on ne sait pas quelle va être la durée de ce cycle-là. Est-ce que ce sera un cycle court qui fait suite à la dissolution de l'Assemblée nationale et les résultats qu'on connaît, ou est-ce que ça va être un cycle long qui va avoir pour tendance de révolutionner la vie politique française, pas comme ce qui s'était passé en 2017, lorsque des gens de droite et des gens de gauche s'étaient rassemblés pour créer En Marche et après La République En Marche, aujourd'hui Renaissance et aujourd'hui Ensemble avec le parti d'Édouard Philippe, où est-ce qu'on va rentrer dans une vraie révolution politique où on va voir disparaître ou voir ressurgir le clivage classique qu'on avait connu, et en particulier avec une résurgence des idéologies de la gauche portées autour de la justice sociale, de la lutte contre les inégalités et les exclusions. Voilà. On est dans une séquence, dans un scénario qui constitue un cycle, mais on ne sait pas quelle va être la longueur de ce cycle. Et donc, on n'est pas surpris. On n'est d'autant pas surpris que je disais au micro ce matin de vos confrères d'une radio que ce qui se passe aujourd'hui en France est plutôt intéressant pour les constitutionnalistes, pour les juristes de droit public. Et je leur disais que quand on enseigne le droit constitutionnel aux étudiants en première année, dans toutes les facs de France, mais je pense en particulier à la fac de droit de Fouillol où j'officie depuis 1994, et quand on éduque, on enseigne, on transmet aux étudiants en droit public en général et en droit constitutionnel en particulier, on ne sait jamais quel est le sort qui va être réservé à un article. Et dans le cas d'espèce, sur l'article 8 de la Constitution, qui dit très simplement que le président de la République nomme le Premier ministre, c'est un article qui n'a jamais posé de difficulté sous la Ve République,
qu'on soit dans le cadre de ce qu'on appelle le phénomène majoritaire, c'est-à-dire que vous avez une majorité de députés favorables au président de la République, ou qu'on soit dans un système de cohabitation, c'est-à-dire que vous avez une majorité de députés qui n'est pas favorable au président de la République, comme ça s'est passé entre 1986 et 1988, comme ça s'est passé entre 1993 et 1995, et comme ça s'est passé de façon plus longue entre 1997 et 2002, lorsque Lionel Jospin était Premier ministre de Jacques Chirac et qu'il a été contraint d'appeler un Premier ministre socialiste pour gouverner conformément à l'article 20 de la Constitution qui dit que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Mais est-ce que là, vous n'avez pas l'impression que nous sommes dans un cycle inédit et que le président de la République s'amuse d'une cour qui est autour de lui, de prétendants, d'une cour de prétendants autour de lui, et qu'il fait durer un suspense. En tout cas, est-ce qu'il n'est pas dans un jeu politique? Alors je souscris à cette qualification de cycle inédit, parce que, de mémoire, sauf sous la 4e République, on n'a jamais eu un temps aussi long de désignation de Premier ministre par un président de la République. Alors, est-ce qu'il s'amuse? Moi, je ne prendrai pas le risque de dire qu'il s'amuse parce que je ne suis pas dans sa proximité. Mais en tout cas, ce que j'observe, c'est le changement de ton, le changement d'attitude, le changement d'égard des commentateurs de la vie publique et de la vie politique en France, des journalistes vis-à-vis du chef de l'État. On est passé d'une déférence quasiment béate, où on ne pouvait pas interpeller le président de la République en ne disant pas autre chose que le président Macron. C'est d'ailleurs une expression qui est rentrée dans le langage courant. Et j'observe qu'aujourd'hui, les commentateurs de la vie politique, les journalistes, y compris des femmes et des hommes politiques, l'interpellent en disant Macron. Donc il y a un changement de regard sur l'individu. Est-ce qu'il a perdu en crédibilité? Évidemment. Par contre, là, je vous réponds de façon péremptoire qu'il a perdu en crédibilité parce que on ne comprend pas quelle a été la motivation profonde, en tout cas la motivation rationnelle, la motivation intelligente, la motivation raisonnée qui a conduit le président de la République à dissoudre l'Assemblée nationale. Et c'est inédit, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est intéressant parce qu'on est dans une approche plutôt de psychologie, voire de psychanalyse. Certains même, peut-être pour être méchants, vont parler de psychiatrie pour tenter d'expliquer le geste du président de la République parce qu'il ne s'agissait que d'élections européennes et que sa majorité, même relative à l'Assemblée nationale, n'était pas si molestée que ça. Et donc, l'autre élément d'analyse, c'est de dire qu'on a un président de la République qui connaît bien l'histoire de son pays, qui connaît aussi le droit constitutionnel, le droit public et dans une certaine mesure la pratique politique, même si c'est très récent chez lui, et il sait que le pouvoir politique suprême en France réside à l'Élysée quand il y a une majorité de députés favorable au président de la République. C'est ce qu'il a connu en 2017 de façon plutôt éclatante. C'est ce qu'il a connu en 2022 avec une majorité à l'Assemblée nationale beaucoup plus restreinte. Mais il n'avait jamais été positionné dans une attitude de cohabitation. Et en fait, depuis 1986, lorsque ce système de cohabitation a émergé et qui a été beaucoup étudié par une collègue qui s'appelle Marianne Coandé-Chalot, qui a rédigé une thèse de plus de 1000 pages sur la question de la cohabitation en droit constitutionnel français. Et donc, quand vous dites amusé, c'est pour ça que je ne pouvais pas souscrire, mais en tout cas, il est très gêné, il est très embêté, pour ne pas dire autre chose et rester courtois, par le fait qu'il est, de fait, dans une situation de cohabitation. C'est-à-dire que son camp a été complètement défait aux dernières élections législatives et il ne peut pas compter sur une grosse majorité, enfin, sur une troupe conséquente à l'Assemblée nationale pour tenter de terminer son mandat présidentiel en étant le guide suprême, en étant le leader. Mais pour l'instant,
c'est lui qui tire les ficelles, c'est lui qui rencontre les uns et les autres, qui fait durer le plaisir, entre guillemets. C'est lui qui... En tout cas, c'est lui qui est au cœur des choses. Et lorsqu'on voit qu'il y a eu Nicolas Sarkozy, François Hollande, il y a eu Ségolène Royal qui se dit prête à être première ministre. Alors on se demande qu'est-ce qui se passe, tantôt à gauche, tantôt à droite, les uns et les autres qu'ils rencontrent, etc. Mais je ne dirais pas à quoi joue-t-il, mais pourquoi une telle attitude? Pourquoi, je dirais, cette valse de personnes qui autour du président de la République et de rencontres surtout? Alors, en fait, ce que vous dites là est extrêmement intéressant parce que ça me donne l'occasion de redire encore une fois que les femmes et les hommes politiques sont aussi des humains. Et nous qui sommes les citoyens ordinaires, nous avons tendance à déshumaniser les femmes et les hommes politiques et à leur donner une certaine hauteur, non pas une certaine hauteur auquel ils n'ont pas droit, c'est pas laquelle ils n'ont pas droit, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est-à-dire que ce sont des gens comme nous. Et donc, dans le cas du président de la République, comme je l'indiquais tout à l'heure, il sait très bien que le cœur du pouvoir exécutif en France, en tout cas quand on est dans le cadre du phénomène majoritaire, je répète encore une fois, c'est-à-dire une majorité de députés à l'Assemblée nationale, il sait qu'il est le chef, il sait qu'il est le duce, il sait qu'il est le leader, il sait qu'il est le timal. Sauf que quand vous êtes pétri par une certaine fascination pour le pouvoir, et ça a été beaucoup dit sur la personne de l'actuel président de la République, son rapport au pouvoir, ce qui est pas moins vrai pour les autres présidents de la République. J'ai regardé il n'y a pas longtemps un film qui est plutôt une comédie sur la manière d'exister de Bernadette Chirac aux côtés de son mari Jacques Chirac à l'époque. Si ce qui est raconté dans le film est vrai, un film qui s'appelle Bernadette, à partir du moment où Bernadette avait plus de popularité que Jacques dans le pays, il était jaloux. Donc c'est un rapport au pouvoir. C'est-à-dire que la jalousie va s'inviter au sein du couple parce que la première dame, l'épouse, est plus populaire que le chef de l'État qui est politique. Donc, il y a un rapport au pouvoir qui s'analyse et qui peut conduire à des dérives. Et c'est probablement pour ça, ou vraisemblablement pour ça, que vous dites, mais à quoi il joue? On a l'impression qu'il s'amuse, mais c'est un rapport au pouvoir. Et ce rapport au pouvoir-là, c'est qu'il consciemment, il sait qu'il a perdu, mais il ne veut pas admettre qu'il a perdu, ou alors, dans un délire qui est de quel ordre? Est-ce que c'est un délire rationnel ou irrationnel? Il a le sentiment qu'il a encore le pouvoir parce qu'il reste le chef de l'État et qu'il a été investi par le suffrage universel de 2022 à 2027. Et puis il y a un autre élément, au-delà de l'analyse de sciences politiques, qui est un élément d'analyse juridique. C'est que l'article 8 de la Constitution, qui indique que le président de la République nomme le Premier ministre, ne donne pas de délai. Et comme il n'y a pas de délai, donc ça veut dire qu'il peut prendre son temps dans une certaine mesure, quitte à agacer, ce que j'observe de plus en plus, les commentateurs de la vie politique qui lui vouaient une certaine déférence. Et c'est pour ça que vous parliez de cour tout à l'heure. Je pense pas que la cour autour du président de la République se trouve forcément chez les politiques aujourd'hui, mais plutôt du côté de ceux qui commentent la vie politique et une série de journalistes avec ce qu'on a connu, des journalistes qui étaient invités à l'Élysée, à qui on donnait un langage particulier à utiliser dans les médias pour servir la politique du président de la République. Donc on est dans ce phénomène-là aujourd'hui, un phénomène qui s'analyse du point de vue de la science politique et même de la... J'avais un cours en 4e année de droit à la faculté de droit d'Amiens. Le titre du cours, c'était « Psychologie de l'administration ». Donc on pourrait se demander, est-ce qu'il n'y a pas aussi une approche psychologie du pouvoir pour étudier ce que c'est que le phénomène du pouvoir? Et vous avez, ce que j'indiquais, une analyse juridique, c'est-à-dire que la Constitution dit que le président de la République nomme le Premier ministre, mais il ne dit pas dans un délai de 15 jours, dans un délai de 2 mois. Donc ça veut dire que fondamentalement, le président de la République pourrait encore faire durer le plaisir. Et je dis ça de manière humoristique, mais pourrait continuer encore à dire « je continue mes consultations
parce que mon objectif, c'est l'intérêt général. Je n'ai pas envie qu'un Premier ministre soit nommé et qu'il soit censuré quelque temps après par l'Assemblée nationale. Et c'est ce que j'indiquais à vos confrères ce matin, que cet argument du président de la République qui consiste à dire que je ne veux pas nommer tel Premier ministre ou tel Première ministre, en l'occurrence Lucie Castet, parce qu'elle ne recevra pas le consentement de la droite républicaine et de l'extrême droite et qu'elle serait immédiatement censurée par une motion de censure. Ça, ce n'est pas l'affaire du président de la République, puisque sous la Ve République en particulier, on a consacré la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire que vous avez un pouvoir exécutif qui est composé du président de la République et du Premier ministre et des membres du gouvernement, et vous avez le pouvoir législatif qui est constitué par l'Assemblée nationale, le Sénat et la masse des députés et des sénateurs et les présidents qui président ces deux assemblées, ces deux chambres. Donc quand le président de la République nous dit « je ne veux pas choisir un Premier ministre qui serait censuré trop vite par l'Assemblée nationale », c'est un argument fallacieux. C'est un argument, en tout cas, qui ne résiste pas, mais pas du tout, à la rigueur juridique. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est pas l'affaire du président, c'est l'affaire du pouvoir législatif, même si l'article 5 de la Constitution dit que le président de la République est un arbitre et qui va veiller à la continuité de l'État et à préserver les institutions. Mais il faut rester rigoureux et sérieux sur la question de la séparation des pouvoirs. Oui, alors on ne comprend pas trop la stratégie du président de la République. Alors, on s'attendait à une nomination aujourd'hui de Premier ministre. Alors, ça sera peut-être demain, et comme vous dites, peut-être aussi après-demain, on n'en sait rien. Oui, puisque c'est un pouvoir discrétionnaire. C'est un pouvoir qui lui appartient en propre. Et la Constitution lui dit simplement, tu dois nommer un Premier ministre. Mais il ne lui dit pas, tu vas nommer un Premier ministre dans les 5 minutes qui suivent, ou dans les 10 minutes qui suivent, ou dans les 10 mois qui suivent. On lui dit simplement, tu devras nommer un Premier ministre. Donc, au regard du texte de la Constitution, j'ai presque envie de reprendre votre expression de tout à l'heure, il s'en amuse, en fait. En tout cas, il profite pleinement de ce pouvoir de nomination qui lui est donné. Oui, mais plus il prend son temps, plus aussi on sera dans une France ingérable ou non gérée. Alors là aussi, je trouve ça aussi intéressant ce qui se passe, et je redis encore, parce que j'ai réfléchi à la question, à ce que je disais à vos confrères et que je partage avec vos téléspectateurs, c'est que on voit bien que dans ce qui se passe aujourd'hui, il y a 3 dimensions. La première dimension qui est la dimension politique, où je commencerai par dire la première dimension, c'est la dimension des institutions. La deuxième dimension qui est une dimension politique, et une troisième dimension qui est une dimension de l'administration. Et je vais donner un exemple que j'ai vécu lorsque j'ai tenu une conférence pour un conseil municipal dont je tairai le nom, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Et il y a un maire qui expliquait en Guadeloupe que quand il est arrivé, la première fois comme maire dans la commune où les citoyens l'avaient désigné, un vieux fonctionnaire, quand on dit un vieux fonctionnaire, c'est quelqu'un qui partait quasiment à la retraite, le vieux n'a pas de connotation péjorative, vieux fonctionnaire qui lui disait où arrivez là, on pas voter bas, et les politiques, c'est des locataires, et les propriétaires, c'est les fonctionnaires. Et vous voyez cette phrase en créole qui a été dite par un vieux fonctionnaire, un maire nouvellement élu, c'est exactement ce qui se passe en France aujourd'hui. C'est qu'on s'aperçoit que finalement, le pays ne cède pas, le pays ne s'effondre pas, parce que la France a une administration solide, parce que la France a des fonctionnaires compétents, à de grandes écoles qui permettent de former des fonctionnaires, notamment l'INA, qui est devenue aujourd'hui l'INSP. Et comme au niveau local, même si un maire ou une mairesse s'en va, un président du conseil général ou président du conseil régional s'en va, ben, l'administration reste là. Et l'administration assure la continuité de l'État. Et je trouve ça intéressant parce que souvent, on pointe du doigt les fonctionnaires. Par exemple, on va dire il y a trop de fonctionnaires. Les fonctionnaires sont des fainéants, mais on n'a pas besoin de tout ça de fonctionnaires. Et dans des situations comme celle-là, on se rend compte de l'importance de l'administration pour la solidité d'une structure publique. Dans le cas d'espèce, l'État,
mais dans un autre cas d'espèce, ça pourrait être une commune, ça pourrait être une région, ça pourrait être un département. Et donc ça permet de démontrer que les États, les structures publiques dans lesquelles l'administration n'est pas suffisamment forte, il y a un risque d'écoulement. Et l'édifice tient en France aujourd'hui parce que vous avez un ministre de l'Intérieur, mais vous avez aussi un directeur général du ministère de l'Intérieur. Vous avez un directeur général de la santé publique. Souvenez-vous, pendant la période du Covid, il y avait un monsieur qui venait tous les soirs, qui s'appelle monsieur Salomon, qui venait nous dire à la télé quel était le nombre de morts de la Covid-19 à cette époque-là. Et donc on a découvert, et après le ministre de la Santé a pris le relais, mais c'était le directeur général de l'administration du ministère qui venait entretenir les citoyens de la situation sanitaire. Et donc pour moi, il n'y a pas... c'est vrai que ça fait désordre, d'un point de vue... Ce ne sont pas ces personnes qui prennent les décisions. Oui, mais parce que, en fait, c'est là que je vous dis, c'est très bien ce que vous me dites là, c'est doublement intéressant, c'est quadruplement, triplement, quintuplement intéressant, parce qu'à la vérité, derrière les politiques, y compris dans les collectivités territoriales, et aussi y compris chez nous, derrière un maire qui va peut-être gonfler le poitrail ou un président d'une grande collectivité qui va gonfler le poitrail, il peut y avoir un directeur général qui a la vérité fondamentalement qu'on ne voit jamais, mais c'est lui qui tient la maison. Et donc vous avez souvent dans l'administration d'État, d'ailleurs, il y a une discipline à l'université qu'on étudie qui s'appelle la science administrative. Et la science administrative permet de mettre en évidence la puissance de certains fonctionnaires, notamment par exemple au niveau de l'administration de l'État, ce qu'on appelle le directeur du budget, le directeur du trésor à Bercy, qui sont des individus qui sont bien plus puissants qu'un ministre. C'est-à-dire le ministre, c'est celui qu'on voit, celui qui va au charbon, celui qui a une voiture de fonction, donc, qui a un chauffeur. Ce ne sont pas réellement des exécutants. Les administrateurs ? Oui. Bah non, ce sont plutôt ceux-là qui impriment le là. Et pourquoi ce sont ceux-là qui impriment le là? Parce que dans le cas du vieux fonctionnaire la guadeloupéen qui avait dit « Zo, c'est des locataires et c'est nous les propriétaires », ce sont les fonctionnaires qui ont l'histoire de l'administration. Ce sont les fonctionnaires qui ont l'expertise de l'administration. Les fonctionnaires, ce sont pour les politiques des aides à la décision et des aides à la compréhension. Et ça, c'est extrêmement intéressant ce qui se passe aujourd'hui pour démontrer que la France ne s'effondre pas parce que ça permet de mettre en évidence l'importance de l'administration et que finalement, les ministres ne sont que des vacataires. Alors, vous avez eu par le passé de très grands ministres qui ont marqué la République. Mais ces dernières années, on voit des gens qui défilent. Même moi, merci pour le compliment que vous m'avez fait tout à l'heure d'être un fin observateur de la vie publique, de la vie politique. Mais moi, il y a certains ministres qui sont passés récemment ou qui sont même au gouvernement dont je ne saurais pas vous dire leur nom. Donc la fonction de vacataire du ministre s'est accentuée avec une articulation de l'alpha et de l'oméga autour de quelques individus, le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'économie, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires sociales, le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de la Santé. Je reviendrai avec vous d'ici quelques instants puisque nous marquons une courte pause, mais je reviendrai avec cette question. Avez-vous le sentiment qu'aujourd'hui, nous avons une France qui fonctionne ou qui dysfonctionne? Alors, je reviendrai avec oui, d'accord, très bien. Je vous livrerai la réponse avec plaisir. Juste après cette courte la réponse chicotienne, parce que je pense qu'il y en a d'autres. De publicité. À tout de suite.